Alors bonjour, bienvenue à Apprendre et Entreprendre. Francis Bro, votre animateur et artiste d'affaires chez Vendor. Vendor, on est un cabinet de croissance. On aide les entreprises à développer des parts de marché et à voir le jour souvent. Aujourd'hui, je m'entretiens avec un producteur slash distributeur alimentaire, Pedro Pérez de la compagnie Tout Cru. Bonjour Pedro, bienvenue à l'émission. Bonjour Francis, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. On peut voir aujourd'hui la réalité d'un entrepreneur en temps réel. Pedro fait le podcast dans son camion. C'est ça la vraie vérité. On n'est pas toujours dans un bureau avec un beau micro. Parfois, on est dans notre voiture entre des livraisons, entre des réunions. Pedro, pourquoi est-ce que tu es, dans ta voiture aujourd'hui? En fait, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Oui, ben en fait, c'est un peu drôle parce que mon ordinateur a pété. Je ne sais pas pourquoi, j'ai plus d'ordinateur en ce moment et aujourd'hui, c'était une très grosse journée de production. Donc, j'ai même pas eu le temps le matin de l'arranger ou quelque chose. Donc, j'ai décidé de, bon, dernier recours, c'est aller dans ma voiture faire l'entrevue ici. Merci d'être là, Pedro. T'es un homme occupé. Merci de prendre le temps. Euh, J'adore ça. C'est vraiment, tu me montres, c'est vraiment quoi être un entrepreneur. Ton ordinateur est brisé, t'as même pas le temps de la réparer. Journée de production, let's go. Je me suis engagé dans quelque chose, dans un podcast. J'y vais à fond, même si je suis dans ma voiture avec mon téléphone, c'est pas grave. Et c'est beau à voir parce que c'est vraiment vrai que c'est ça la réalité d'un entrepreneur quand on débute, même quand, pas toujours quand on débute, des fois ça suit un peu ce rythme-là. Euh, J'adore ça. Honnêtement, je remercie le ciel que ton ordinateur soit brisé aujourd'hui parce que ça montre vraiment c'est quoi. Et oui, C'est c'est quoi. pas, ce n'est pas toujours sexy être entrepreneur. On a toujours des choses. Moi, je dis qu'un entrepreneur, c'est toujours un mode de réparation ou de trouver des solutions. La semaine passée, c'était tout comme ça. On a eu des brises de machines. J'ai des employés qui sont tombés malades. Il y a toujours quelque chose. Donc, c'est vraiment que ça fait 6 ans que moi, je suis là-dedans et je continue à apprendre, mais ça devient pas plus facile de gérer à toutes les urgences. Ouais, parce qu'on pense que plus que le temps avance, plus que ça devient facile d'être entrepreneur. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou ça devient de plus en plus difficile, mais c'est nous qui est meilleur? Je pense que c'est nous qui on est meilleur, mais aussi c'est des défis différents. C'est la complexité différente. Ben, avant, j'avais pas d'employés. Maintenant, j'ai 6 employés. Donc, il faut gérer les côtés humains que c'est quand même pas facile à gérer. Chacune a ses besoins. Aussi, mais on grandit la compagnie, le chiffre d'affaires. Donc, en ce moment, on a besoin de plus d'espace, mais on n'en est pas capable. Donc, je peux pas dire que ça devient plus facile ou plus difficile. C'est juste un peu différent selon l'échelle de chaque compagnie, non? Puis comment est-ce que tu fais pour te passer d'un solo entrepreneur, t'étais seul, je veux dire, t'as appris, comme on dit, t'as appris sur le tas, là, je veux dire, il n'y a pas personne qui t'a montré à devenir entrepreneur, personne t'a montré à développer une compagnie agroalimentaire. Comment t'as fait pour passer de seul à avoir des employés? Comment est-ce que t'as trouvé ça? Parce qu'il n'y a personne qui t'a formé là, à comment gérer une entreprise, personne t'a montré, on l'apprend en cours de route. Comment est-ce que t'as trouvé ça? Du jour au lendemain. Pas du jour au lendemain, mais ça se fait d'une façon graduelle, mais seul à faire tout seul, à prendre des décisions seul. Là, maintenant, tu as une équipe, tu as des gens qui dépendent sur toi. Comment est-ce que tu trouves ça, cette transition-là? Ben, moi, je suis une personne autodidacte, donc moi, j'aime apprendre. J'ai fait l'université, j'ai même une maîtrise, donc j'ai des études de tout pas reliées à l'agroalimentaire. Euh, donc, j'aime apprendre. Par contre, quand je me lançais en affaires dans ma compagnie, j'étais un peu naïf. Je connaissais pas du tout les domaines agroalimentaires à Québec ou à Canada. J'avais travaillé dans quelques endroits en boulangerie, en fromagerie, donc j'avais un peu d'expérience, mais rien comme pour partir ma compagnie. C'était un peu par chance que j'ai tombé là-dedans. C'était aussi un peu, je voulais explorer les côtés d'entrepreneurs parce que toute ma famille au Mexique, ils sont des entrepreneurs. Mais moi, j'avais jamais vu cette besoin ou cette comme opportunité de devenir entrepreneur.
Donc, quand ma grand-mère est décédée, il laisse la maison à mes parents, ils vendent la maison, ils nous donnent un peu d'argent à mon frère et moi. Et je me décide de lancer un peu dedans, toute seule, oui, au début, mais la compagnie commence quand même à rouler plus rapidement que je m'attendais, donc il faudrait engager du monde. Je commençais avec un employé. Aussi, avoir des employés, il n'y a pas une école pour gérer des employés, non? C'est vraiment, tu apprends on the go à gérer des employés et tout. Donc, c'est sûr que moi, au début, c'était pas difficile de gérer les attentes de tout le monde, payer les salaires à quelqu'un. Parce que moi, les premières 5 années, je ne me payais pas un salaire. C'est récemment que je me paye un salaire. Donc, c'est un peu ça. Tu apprends à tout faire des erreurs, bien sûr. Tu apprends à gérer les personnalités et tout un peu année après année. Mais moi, je te dis un peu, oui, j'ai pas fait école d'entrepreneur ou quoi que ce soit, mais euh, c'est mon style. Moi, l'école, je l'aime pas tant que ça. Moi, j'aime apprendre plus par expérience. Donc, c'est sûr que c'était peut-être un chemin pas pour tout le monde, mais pour moi, ça m'a permis un peu d'apprendre vraiment à le faire. Et les produits que nous, on fait, il n'y a pas vraiment une compagnie. euh, que je pourrais aller faire un stage et apprendre, non? Donc, même l'entreprise telle quelle, oui. Et en plus, on ajoute une autre couche que c'est la fermentation de notre produit. Donc, c'était comme si j'étais dans 12 écoles en même temps. Et moi, j'ai dit à tout le monde que moi, j'ai fait un doctorat en fermentation parce que moi, j'ai raté environ 40 000 $ de produits déjà. Donc, c'est comme si j'avais payé 40 000 $ dans un doctorat pour avoir cette expérience, non? C'est vraiment The School of Hard Knocks, je dis. Je vais taper Docteur Pedro à partir de maintenant. C'est ça. Mais c'est vrai, Pedro. J'ai fait l'école des affaires comment je peux dire ça? La réalité entre l'étude, qu'est-ce qu'on apprend en théorie et la vérité, c'est complètement deux mondes à part. Oui, l'école des affaires nous apprend bon, la base, les concepts, etc., les grandes lignes. Mais on arrive aux employés, je veux dire, j'ai beau prendre des cours de ressources humaines, des cours de personnalité, les types de couleurs des gens, le rouge, le bleu, etc. Ça marche pas cette affaire-là, dans le sens que, selon moi, la meilleure façon de gérer une équipe, une entreprise, c'est de montrer par l'exemple. Et le fait qu'aujourd'hui, tu sois dans ton camion, puis tu fasses ton entrevue, puis tu prends le temps, puis tu montres que tu veux que ça fonctionne, ton entreprise, ça, je pense que c'est la meilleure façon de gérer une équipe, c'est par le leadership. Euh, et, et c'est ça, en bout de ligne, les affaires, c'est que tu peux pas demander aux gens de faire quelque chose si tu l'as jamais fait. Et le fait que tu le fais, tu as appris dans tout ça, ben, je pense que ça doit t'aider beaucoup à avoir une bonne gestion de personnel parce que quand tu demandes à un employé de faire quelque chose, si tu fais juste lui donner l'ordre de le faire, il va le faire, mais il va le faire à contre-cœur. Tandis que s'il sait que tu l'as déjà fait, ben, il va avoir envie de le faire parce que, comme on dit, he looks up to you. C'est un peu ça aussi. Tu es sûrement d'accord avec moi, hein, c'est que l'entrepreneur, le chef d'entreprise, c'est le modèle dans le business. Comment est-ce que tu vis ça, toi, d'être le modèle dans ta business, dans le sens que les gens ont toujours les yeux sur toi, ils regardent toujours qu'est-ce que tu fais, tu sais toujours bien te comporter. Comment est-ce que tu vis ça, toi, dans la vie de tous les jours? Ben, je peux pas mentir, c'est parfois très difficile. C'est très stressant. J'ai pas d'enfant, mais j'imagine que c'est un peu comme devenir un parent. Toute la responsabilité des employés, de tes fournisseurs, des paiements, sous tes épaules. Euh, donc, ça dépend un peu. Je peux pas te dire que c'est toujours ça va bien. Moi, je peux te dire que je peux t'aider à 4 à 6 fois par année que je pense, oh my God, je vais fermer la compagnie, c'est fini. Je veux pas gérer ça, des employés, des comptes à payer, des productions, des clients. Ça arrive plus souvent que les gens pensent. Même j'ai parlé avec d'autres amis qui sont des entrepreneurs aussi, des petites et aussi des moyennes et grosses compagnies. Et ça arrive à tout le monde, hein, comme chef d'entreprise. Euh, les gens, ils s'imaginent pas le niveau de stress qu'ils ont. Être entrepreneur, c'est pas pour tout le monde
Parce que si c'était plus facile, c'est sûr qu'il y avait plus de monde qui s'est lancé en entrepreneuriat et aussi beaucoup plus de monde qui réussit. Parce que une chose que moi, je me souviens beaucoup, c'est une fois, j'ai parlé avec un consultant, il m'a dit, écoute, Pedro, sais-tu que 90% des compagnies ferment leurs portes après 5 ans ou avant 5 ans? Donc, juste 10% des compagnies qui vont commencer après 5 ans vont continuer. Moi, ça m'a choqué énormément parce que c'est 90%, donc on a beaucoup plus de chances peut-être de gagner la loterie que de réussir en affaires parce qu'il y a tellement de contraintes. Contre des nus, ben, la pandémie, les coûts des matières premières qui augmentent, la logistique, les employés, les compétiteurs, euh, ta vie personnelle, non? Parce que ta vie personnelle, la vie professionnelle, ben, il doit être à côté. Moi, juste une petite parenthèse, moi, j'ai souffert beaucoup la vie personnelle. Je me séparé de ma copine récemment, ça fait depuis septembre. Et ça, c'était beaucoup relié à l'entreprise parce que j'ai dédié beaucoup de mon temps à l'entreprise. J'ai sacrifié beaucoup mon couple pour réussir à mon entreprise. C'est sûr que maintenant, peut-être je changerais quelque chose, non? Pour continuer. Mais c'était comme ça. Moi, j'avais appris de mes grands-parents qu'il faudrait vraiment travailler beaucoup et très fort pour réussir. Et la preuve, c'est que beaucoup de compagnies réussissent pas. Mais en effet, oui, c'est beaucoup de stress. On essaie de gérer le mieux possible. Moi, je fais beaucoup d'exercices, je fais la méditation, je fais du yoga, j'essaie de manger bien. J'essaie vraiment de respecter beaucoup les horaires des employés, non, de ne pas abuser, pas trop tôt, pas trop tard, etc., mais même pour moi. Donc, c'est un équilibre très, 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 très difficile à atteindre, mais moi, je travaille à chaque jour pour atteindre cet équilibre, non? Même si c'est parfois très difficile. C'est 100% vrai, hein. Être entrepreneur, c'est un style de vie. Notre vie, surtout dans les débuts, là, faut que ta conjointe soit partner dans le business avec toi ou faut qu'elle ait une expérience dans les affaires parce que sinon, elle comprend pas. Puis c'est normal, je veux dire, c'est tellement intense, c'est tellement. On est focus, on appelle ça de tunnel vision. On voit juste ça. On se réveille le matin, on voit la business, on se couche le soir, on rêve à la business. Je veux dire, on prend notre douche, on voit la business, notre vie, c'est ça. Effectivement, ça donne un coup. Euh, bon, là, on a parlé des côtés un peu plus dark side là, d'être entrepreneur, là, le côté moins, moins le fun de la chose. Puis, je trouve ça tellement important d'en parler parce que c'est la vérité. Hein, c'est pas jet set, là, comme le monde y pense. Là, on se promène pas tous en lambeau. Puis oui, peut-être un jour ça arrive, là, mais il y a du travail, du travail, du travail, du travail. Puis il y a beaucoup de fausses conceptions que les gens se font par rapport aux entrepreneurs qui ont du succès. Ils se disent, ah, ils sont chanceux ou ah, ils ont fait de quoi de louche dans leur vie pour réussir. Non, c'est des gens comme Pedro qui ont juste bûché. Et puis un jour, ben, ça a fini par fonctionner. Puis Pedro, tu vas sûrement être d'accord avec moi, mais ta plus belle qualité là, d'un entrepreneur, c'est même quand on se fait dire non, c'est de continuer. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui, oui, c'est vrai. Pour moi, ben écoute, moi, je suis une personne très résiliente. Je ne sais pas combien de fois un client me dit non, je ne veux pas ton produit et moi je retourne 3 mois après ou 6 mois après, un an après, juste qu'ils me disent oui. Euh, Parce que ça se peut que c'est une mauvaise journée pour l'acheteur, ça se peut que n'importe quoi. Donc, il faut vraiment cogner la porte, il faut être prêt. Il faut, parce que sinon, ça va être quelqu'un d'autre. Mais la qualité d'un entrepreneur, comme tu dis, oui, euh, il faut être jamais déçu quand quelqu'un te dit non. Parce que moi, au début, oui, j'étais un peu déçu, mais j'ai appris rapidement que c'est pas personnel, c'est la business, c'est des affaires, non? Et dans les affaires, il n'y a pas beaucoup de sentiments parce qu'on doit prendre des décisions dans une façon malheureusement pas personnelle. Donc, nous, comme compagnie, mais aussi les clients. Donc, j'ai appris ça très rapidement et j'ai appliqué ça dans ma vie professionnelle. Et s'ils me disent non, je comprends pas pourquoi et m'adapter aussi pour que la prochaine fois que j'arrive avec les clients ou les distributeurs ou n'importe qui, ils me disent oui. C'est exactement ça l'attitude qui fait la différence. J'en ai parlé, j'ai fait un podcast seul il y a quelques jours, puis c'est exactement ça le sujet. C'était la persévérance, ça finit toujours par porter fruit. Euh, Pedro, explique-moi un peu,
la raison, là, tu nous as parlé un peu pourquoi que tu t'étais lancé en affaires à cause de ta famille, mais la raison personnelle, là, il y a ta famille, ton influence autour de toi, c'est sûr que ça a un bon taux d'influence de vouloir te lancer en affaires, mais c'est quoi la raison là, que tu t'es dit là, je me lance en affaires, j'y vais, peu importe ce qui arrive? Oui, c'est un peu une histoire, mais juste en théorie, c'est moi, j'arrive à Canada, j'arrive comme touriste, je suis, non, ma copine pour amour, j'arrive ici, on déménage, on se marie, mais en entre-temps, j'ai pas un permis de travail, donc je peux pas travailler. Donc, je commence à apprendre le français. Finalement, je reçois mon permis de travail. Je commence à travailler pour mon ex-beau-père, mais c'est pas mon domaine. Je quitte et je trouve un emploi dans une fromagerie à la rive sud. Et wow, c'est ça que j'aime beaucoup, le côté agroalimentaire, physique, ça bouge, etc. Et moi, je faisais toujours des produits lactofermentés chez moi. Donc, un jour, il y a un genre de pique-nique à la fromagerie, j'apporte mes cornichons et la propriétaire c'est comme, oh my God, c'est très bon cornichon, tu devrais commencer ta compagnie. Et en ce moment, moi, j'étais comme, oh, t'es fou, à moi, commencer une compagnie, c'est pas mon rêve. Mon rêve, c'était, j'ai travaillé pour la ONU, ou travailler dans une grosse entreprise avec un sou, la cravate et tout. Et c'était pas mon rêve de tout. Mais voilà, comme je dis, ma grand-mère décède, me laisse un peu d'argent, etc. Et je me pose la question un peu existentielle, non? Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie en ce moment? J'ai investi l'argent, je m'achète une maison, je voyage avec ma copine à une année sabbaticale, etc. Et j'ai beaucoup décidé, mais je ne sais pas pourquoi, une raison me dit, bah, tu pourrais commencer ta compagnie aussi. Tu fais de lactofermentation chez toi, tu pourrais. Donc, je dis, écoute, je vais analyser tout. Donc, j'ai fait un petit étude de marché. J'ai vu qu'à Québec, il n'y avait pas grand-chose au niveau des produits lactofermentés, non pas de choucroute, de kimchi, de cornichons. Euh, donc, je décide, bon, il y a peut-être une raison, mais peut-être il y a aussi une opportunité. Donc, j'ai fait une consultation avec ma copine en ce moment et j'ai dit, écoute, qu'est-ce qu'on fait? Elle dit, écoute, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Et moi, je veux pas continuer de travailler pour quelqu'un. Je veux commencer, expérimenter, à prendre des décisions pour moi-même et être mon propre boss. Donc, voilà, c'est un peu comme ça que je lance tout cru, sans savoir pas beaucoup de choses au niveau des règles, de la MAPAC agroalimentaire, etc. T'as soulevé un bon point, là, être ton propre boss, là, le monde y pense que c'est cool pis c'est facile, mais c'est quoi être son propre boss? Est-ce que c'est plus difficile que d'avoir un boss se faire dire un peu où aller ou c'est moins difficile être entrepreneur que de. Tu comprends? J'aimerais ça que tu expliques aux gens, avant tu avais un boss, bon, tu faisais ton travail 8 à 5, peu importe, 9 à 5. Voici ta liste de tâches, après le travail, c'est fini, on n'en parle plus. Puis là, t'es là, tu dis, ah, je vais être mon propre patron. Mais quand t'es devenu ton propre patron, là, est-ce que tu t'es rendu compte que c'était plus facile quand t'avais un job ou tu trouves que c'est plus facile quand t'es ton propre patron? Euh, pour moi, personnellement, travailler pour quelqu'un était plus facile parce que je rentrais à 9 heures, je finissais à 5 heures. Ben, si la job était finie ou non, ça ne me dérangeait pas. Par contre, j'avais beaucoup moins de satisfaction personnelle. Je rentrais, je faisais ma job, mais c'était pas comme, oh my God, oui, aujourd'hui, on va incrémenter la productivité ou quelque chose comme ça, non? Donc, de ce côté, c'était comme, ouais, c'était un peu plate. Être mon propre boss, c'est sûr que moi, je vois un peu comme il faut laisser ton ego à côté, ton ego, tes ambitions personnelles et peut-être professionnelles, il faut les laisser à côté parce que euh, dans mon domaine, il y a deux, deux sujets, deux personnes très importantes, mes clients et mes employés. Si j'ai pas de clients, j'ai pas d'argent pour payer mes employés. Et si j'ai pas d'employés, j'ai pas de produits pour donner à mes clients. C'est comme les deux sont parallèles. Et là-dedans, moi, je rentre un peu comme dans les zones grises, un peu, parce que je suis plus important que les autres, mais je suis moins important que les autres. Ça dépend beaucoup, c'est comme un fluide, mais c'est sûr que pour moi, par exemple,
hier, faisait beau, j'étais supposé de faire un tour en vélo quand j'ai quitté la compagnie. Les mercredis, c'est les journées d'expédition et la compagnie de transport m'appelle, oh, brise camion, on ne peut pas envoyer les camions aujourd'hui. C'est comme, non, 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 j'ai 4 palettes qui doivent sortir d'ici, pas question. Et dit, écoute, parfait, on va arranger quelque chose. Il m'appelle, oui, ça va être là, mais jusqu'à 7 heures le soir. Donc, moi, j'avais déjà mon idée de quoi faire en soirée. Arrive un appel et il faut que je change tout. Donc, je dois attendre ici jusqu'à 7 heures en soirée. J'ai pas fait mon vélo, mais bon, j'arrive à la maison et au lieu d'être frustré, je dis, écoute, ben, c'est comme ça la vie, mais je vais faire un peu de yoga ou de méditation et la journée finie. Donc, c'est sûr que être ton pro boss, c'est ça aussi, non? C'est très flexible. Quand les choses comme ça arrivent, tu peux pas être, euh, tu peux pas avoir une mauvaise réaction, tu peux pas dire, ah non, parce que tes employés, ben, c'est tes employés. Tu peux pas les demander non plus de rester pour que tu puisses aller faire ton vélo, etc. C'est prendre un peu la responsabilité. Et aussi, c'est de dire à tes employés, regardez qu'est-ce que j'ai fait pour vous aussi, parce qu'on est toute une équipe, non? Parce que être entrepreneur, il faut être membre d'une équipe. Tout cru, c'est pas Pedro Pérez. Moi, j'ai toujours dit tout cru est tout cru. Et Pedro Pérez fait partie de tout cru. Pedro a eu l'idée de lancer sa compagnie de tout cru. Mais pour moi, l'objectif, la réussite pour moi de ma compagnie, c'est qu'un jour, je quitte ma compagnie ou euh, je, je, je suis plus parti d'une façon ou de l'autre de la compagnie et la compagnie continue à rouler. Pour moi, ça, c'est la réussite d'une compagnie. C'est que Pedro a bien implémenté toutes ses opérations, a bien mis des mondes dans des bons postes, que j'ai plus besoin d'être ici. Ça prend beaucoup, 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 beaucoup d'expérience. Euh, ça prend beaucoup de déléguer. Il faut déléguer beaucoup de tâches que normalement, comme entrepreneur, on veut tout faire, mais à la fin, on comprend qu'on ne peut pas tout faire. C'est impossible qu'on ne peut pas tout faire, surtout quand ta compagnie commence à grandir. Donc, il faut faire beaucoup confiance aussi à les personnes. Mais ça, c'est très difficile parce que quand même, c'est ton bébé. C'est ton argent, toi. Exactement. C'est comme de demander à quelqu'un d'autre d'élever ton enfant, des fois, là. C'est un peu le même feeling, là. C'est comme, OK, mais qu'est-ce qui arrive s'il fait bobo il fait mal à mon enfant? Tu sais, c'est toujours ça, l'espèce. Puis j'ai un enfant, moi, puis avant d'avoir un enfant, je comprenais l'espèce de parallèle entre être parent et être chef d'entreprise parce que c'est la même chose, même chose. Au début, ça demande beaucoup, beaucoup d'attention. Là, à un moment donné, ça devient un peu plus autonome, mais ça fait des erreurs, hein, c'est comme un employé. Puis à un moment donné, ben là, ça devient vraiment autonome. Mais là, ça veut plus dépendre de toi. Fait qu'il faut toujours que tu trouves des façons de t'adapter. Puis je pense que tu as la belle mentalité que l'entreprise ne dépende pas de toi parce que je vois souvent des entrepreneurs que, en fait, c'est eux l'entreprise. Puis en fait, ils sont pas vraiment entrepreneurs, ils sont travailleurs autonomes. La compagnie dépend d'eux. Et ça, c'est problématique. C'est très problématique. Parce que quand on bâtit une entreprise, normalement, on pense toujours à ce qu'on appelle en anglais the exit in mind. Ça veut dire qu'un jour, je vais vendre, un jour, je vais quitter l'entreprise. Donc, c'est important de pas, que l'entreprise ne dépende pas de nous. Je pense qu'on vient de perdre Pedro. Je pense qu'il y avait un petit problème de connexion Internet sur son téléphone. Je vais, je vais te passer le bonjour de sa part. Donc, merci d'avoir été à l'émission, Pedro. Donc, on va terminer, je pense, sur ce point-là. Être entrepreneur, c'est d'avoir, comme Pedro disait tantôt, de la résilience, de ne pas accepter le non, euh, de faire les choses que les autres ne veulent pas faire. Ça, c'est méga important. Euh, Puis encore une fois, je remercie Pedro d'avoir été là cette semaine. Merci à vous d'avoir été là. La semaine prochaine, on va avoir un autre super de bel épisode en compagnie de d'autres gens super pertinents. Donc, je vous souhaite une bonne semaine. Merci d'avoir été là encore une fois. Puis au plaisir d'apprendre et entreprendre ensemble. Bye bye.